est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle webconférence. On en a fait bon nombre depuis mi-mars maintenant. Vous allez pouvoir découvrir toutes les astuces et les conseils pour prospecter efficacement les ETI et grands comptes dans le nouveau contexte des mesures sanitaires. On a changé de paradigme vraiment depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Donc, cette webconférence va être animée par Fabrice Bourdi qui est présent ce soir. Fabrice, tu es donc le président, directeur général et fondateur d'Europhone que tu as créé en 1988. C'est une agence de télémarketing et de télévente exclusivement B2B. Tu es partenaire donc, des DCF Grand Paris depuis début 2020. On t'avait déjà entendu, tu es intervenu lors des 90 ans du mouvement en janvier dernier. Donc, tu as une intervention qui dure un petit peu plus de 30 minutes et puis on va ensuite vous laisser la parole, c'est-à-dire que vous avez, comme d'habitude, le petit bouton questions-réponses que vous pourrez activer à la fin de la conférence, mais vous avez également le chat qui vous est ouvert où un certain nombre de participants nous ont déjà envoyé quelques petits messages. Donc surtout n'hésitez pas sur ce chat à poser les questions que vous souhaitez. On pourra, Fabrice pourra y répondre en fin d'intervention. Eh bien, je propose donc de te laisser la place, Fabrice. C'est à toi. Encore un grand merci de ta disponibilité. Et puis, je te laisse intervenir. Merci Blandine, merci à Jean et surtout merci à tous qui nous écoutez. J'ai toujours une affection particulière pour les dirigeants commerciaux. J'en suis un. J'ai commencé ma carrière il y a bien longtemps en étant commercial terrain et donc je me sens en osmose et en empathie avec vous tous. Voilà, et en ces temps un petit peu sombres, la question se pose de savoir si on reprend ou non la prospection, et en particulier la prospection sur une cible particulière que sont les grands comptes, les ETI, et on peut même l'étendre aux grosses PME, PMI. Voilà. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être, de manière très courte, vous reparler, mais vraiment pas très longtemps, d'Europhone pour que vous sachiez qui nous sommes rapidement, et je ne vais pas m'étendre très longtemps pour ne pas vous barber, mais il faut que vous sachiez à qui vous avez affaire tout de même. Donc, Europhone est une entreprise donc, qui a été créée en 88. Le sujet d'aujourd'hui est exclusivement B2B. Nous faisons des prestations majoritairement en insourcing, c'est-à-dire plutôt implantées sur le site de nos clients, mais on héberge aussi à Puteaux et on a même une petite plateforme à l'île Maurice pour des opérations simples de qualification de fichiers. On a les collaborateurs au téléphone qui sont tous en contrat à durée indéterminée avec des niveaux d'expertise, 7, qui leur permettent d'avoir des approches très complexes ou alors des approches plus simples. Il est évident que dans l'approche ETI et grand compte, on prend des niveaux très élevés en prospection pour être en osmose et en empathie avec les cibles que l'on vise, qui sont les grands comptes et les ETI. On fait du conseil et on s'engage financièrement sur les résultats, que ce soit en mode prise de rendez-vous ou en mode télévente, qui sont nos deux activités. Voilà pour ce qui concerne la présentation succincte d'Europhone. Et maintenant, on va peut-être passer au vif du sujet. Alors, je crois que vous le savez tous, nous sommes en France une entreprise, un pays riche en entreprises en nombre, puisque nous sommes 3,7 millions d'entreprises actives qui sont réparties dans les segments, vous connaissez, les grandes entreprises, plus de 5 000 salariés, les ETI, entre 250 et 5 000 salariés, et puis plus on va vers le bas et plus on a un nombre grandissant d'entreprises. Et on peut dire que les chiffres sont assez impressionnants puisque en grande entreprise, telles qu'on les définit, c'est 250 entreprises, donc c'est le CAC 40 plus quelques centaines en plus. Les ETI en France, on en répertorie 5 000.
5 à 6 000, ça dépend des instituts, mais on a à peu près 5 000 entreprises ETI, 50 000 moyennes entreprises, 150 000 petites entreprises et tout le reste des très petites entreprises. Donc la France, c'est quand même un pays en nombre de petites entreprises, de moins de 9 salariés, 3,5 millions. En revanche, si on se met sur le nombre par rapport à la cible que l'on vise, c'est-à-dire les ETI et les grands comptes, cela représente donc, les ETI et les grandes entreprises, à peine 0,15% en nombre d'entreprises, quand en termes comment dirais-je, de valeur, de chiffre d'affaires cumulé, on est à 65% du total du chiffre d'affaires en France. Donc, quelques entreprises représentent 65% du chiffre d'affaires en France. Donc, c'est éminemment stratégique, c'est un gisement extraordinaire de business et bon nombre d'entre vous avaient cette cible et vous avez bien raison, c'est une cible qui comporte des potentiels très élevés, bien que la PME soit aussi une cible tout à fait opportune. L'approche des ETI et des grands comptes nécessite de joindre des décideurs. Donc, je vais vous dire deux petits mots sur la joignabilité des décideurs parce qu'en fait, en matière de téléphone, la joignabilité, c'est la clé. Vous verrez un exemple tout à l'heure, mais c'est la clé, vraiment la clé pour pouvoir prospecter ce type d'entreprise. Alors, bien évidemment, on peut utiliser les réseaux sociaux, on peut utiliser le marketing digital pour joindre ces cibles-là. Je ne veux pas citer et faire de la publicité, mais on pense tous à LinkedIn, par exemple, et ces outils qui sont des outils tout à fait intéressants pour envoyer des messages par écrit et essayer de recevoir des réponses. Mais le téléphone reste quand même, vis-à-vis de la méthode proactive, l'outil quand même essentiel pour joindre les décideurs. Alors, pour pouvoir joindre des décideurs, eh bien, il faut avoir des lignes téléphoniques directes ou des numéros de portable, on en parlera tout à l'heure. Et puis, il faut avoir aussi le courage et l'énergie de franchir les nombreuses étapes du type standard, secrétariat, et avant de joindre les décideurs. Et quand on sait, par exemple, que les standards des grandes entreprises et des ETI sont essentiellement nominatifs, si vous n'avez pas de nom de décideurs, en général, vous avez de grandes difficultés à joindre ces décideurs. C'est pour ça que la qualification d'un fichier et avoir une base de données riche en téléphone et ligne directe et si possible portable est absolument essentiel pour prospecter en matière proactive ces grands comptes. Voilà. Alors, au lieu d'avoir un grand discours, j'ai voulu vous donner les résultats d'une mission de téléprospection qu'on a débutée début juin, qui est le client Rent-A-Car. Et vous allez voir dans les slides qui vont suivre que j'ai voulu la comparer à l'avant Covid, puisque j'ai voulu comparer, si vous voulez, la période 1er janvier 2020, 16 mars 2020, avec la période depuis le début juin 2020. Et vous allez voir la différence d'attitude du marché en matière de prospection téléphonique entre ces deux périodes, donc ante-Covid et post-Covid. Et vous verrez donc dans le cas de Rent-A-Car. Alors, Rent-A-Car, c'est une entreprise française, actionnaire français, familiale d'ailleurs, une entreprise qui appartient à un monsieur marseillais. Et donc, on a voulu, je vous dis, étudier l'attitude du marché et l'impact du Covid sur l'opération Europhone de prise de rendez-vous, qui est une opération qui était destinée à prendre des rendez-vous pour le compte de la force de vente de Rent-A-Car. Voilà, alors, période analysée, je vous disais, du 2 au 26 juin, 18 journées de production, donc 18 journées hommes de production, comparé à une autre période de janvier 2020 au 13 mars 2020. Ce sont des entreprises qui sont des ETI qui ont été visées, donc effectifs supérieurs à 250 hors grand compte. Les cibles qui ont été visées, ce sont des responsables des achats et des responsables des services généraux et un petit peu de responsables de flotte. En matière de data, ce n'est pas pour faire leur publicité, mais honnêtement, en matière d'ETI et de grands comptes, la société Nomination est un des leaders vraiment ils ont un produit qui s'appelle Sales Intelligence. C'est un des leaders dans les bases de données des entreprises ETI et grands comptes. Donc, ils nous ont donné un accès à Sales Intelligence, qui est leur produit, qui nous permet d'avoir
tout un historique sur les contacts que l'on veut viser. Donc, la partie data est extrêmement importante. Donc, voilà les chiffres bruts de la période récente que l'on a pu faire. Donc, on a balayé 945 ETI. 704 ETI étaient exploitables du point de vue de Rent-A-Car. Il ne s'agit pas de la qualité du fichier, mais de la cible. C'est-à-dire que Rent-A-Car étant une entreprise qui loue hors aéroport et gare, on ciblait les entreprises qui avaient un potentiel de location de voitures hors aéroport et gare, ce qui donc a éliminé pas loin de 240 fiches qui n'étaient pas exploitables puisque c'était des ETI qui ne louaient pas de voitures. Sur ces appels en un mois, donc 18 jours de production sur la base d'un téléprospecteur, on a argumenté 169 décideurs, soit à l'instant T, 24% de taux de décideurs joints sur le fichier exploitable. En fait, on a divisé 169 contacts argumentés vis-à-vis des 704 ETI téléphoniquement exploitables. Ce taux de 24% est un taux relativement faible, mais qui évolue dans le temps, puisque ce taux va augmenter et va arriver aux normes europhones, qui sont de l'ordre de 60% de décideurs argumentés par rapport à une cible déterminée en matière de TI et de grands comptes. Ça, c'est la norme, 60% de gens joints sur les cibles souhaitées. Le taux de prise de rendez-vous, eh bien, ça a été très concrètement 11 rendez-vous. Nous avons pris 11 rendez-vous dans ces 18 jours, soit 6,5% des contacts argumentés. Et on s'est aperçu que parmi ces, en plus des 11 rendez-vous, on a 16 rendez-vous qui feront l'objet d'un rendez-vous ultérieur différé à la rentrée, qui ne sont pas des rendez-vous qu'on a pu fixer, qui sont des rendez-vous ouverts à plus tard, mais qui ne sont pas encore fixés. Donc, le taux de prise de rendez-vous immédiat est bien de 6,5%, ce qui en fait un taux lambda chez Europhone quand on regarde par rapport aux habitudes d'Europhone. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir l'anté et l'après-Covid. Et là, il y a des grandes surprises que vous allez voir tout de suite, puisque voilà les deux pyramides inversées entre la même opération avant, donc janvier à mars, et l'opération de juin. Et on voit là des différences assez significatives. Premier élément de productivité, quand on appelle désormais, on fait un petit effort supplémentaire de l'ordre de 10% pour avoir, en fait, nos équipes font plus d'efforts, augmenter leur productivité de 10% en termes de nombre d'appels émis. Donc, pour avoir de bons résultats, il faut faire un petit peu plus d'appels aujourd'hui. Ils ont été confrontés à un autre phénomène, c'est que autant par le passé, ils appelaient 34 entreprises différentes par jour et par homme de production, autant pour préserver leur chance de joindre un décideur, ils ont dû élargir le socle de base et avoir 51 entreprises différentes appelées par jour et par homme. Et là, la surprise arrive. Eh bien, la joignabilité, c'est un néologisme, ce n'est pas très correct, mais des décideurs est meilleure en phase post-Covid contre tout attente. Contre tout attente. Puisqu'on a 9,1 contacts argumentés par jour et par homme versus 6,4 contacts argumentés par jour et par homme en période ante-Covid. C'est-à-dire que la crise n'a non seulement pas eu d'effet sur la prospection téléphonique, mais a au contraire renforcé notre joignabilité avec des techniques qui ont été un petit peu différentes, puisqu'on a dû oxygéniser, si je puis m'exprimer, notre méthodologie en ayant beaucoup plus d'entreprises appelées pour avoir plus de chances de contacter les décideurs. Donc voilà la grande surprise. Pour une même mission, une même cible, eh bien, on arrive à joindre plus de monde en post-Covid qu'en ante-Covid, ce qui paraît incroyable, mais qui est une réalité qui a été mesurée sur le mois de juin. Et la tendance, là, j'avais les résultats tout à l'heure sur lundi et mardi, continue cette semaine. Et donc, on est très enthousiaste de pouvoir reprendre la prospection. Donc, si vous vous posez la question de la prospection aujourd'hui, ne vous la posez plus. La prospection repart et repart plutôt bien, même si vous allez voir dans d'autres statistiques, le taux de conviction n'est peut-être pas aussi bon que par le passé. Autre élément de nouveauté, on avait des rendez-vous terrain, et puis si on n'avait pas de rendez-vous terrain, eh bien on avait un lead, c'est-à-dire quelqu'un qui est ouvert, mais qui exprime son intérêt, mais qui ne prend pas un rendez-vous. Et puis, on avait des ouverts contacts ultérieurs,
qui sont en fait des gens qui disent oui, mais pas maintenant, on veut bien vous voir par la suite. Eh bien, aujourd'hui, en méthode post-Covid, la prise de rendez-vous a complètement changé puisque vous venez de voir en irruption un nouveau concept qui est le rendez-vous en visioconférence. Là, c'était des visioconférences Teams, ce n'est pas pour faire de la publicité pour Teams puisqu'on est sur Zoom aujourd'hui, mais aujourd'hui, la majorité des rendez-vous, je dis bien la majorité des rendez-vous qui sont pris en mode visioconférence, puisque vous avez 30% sur l'ensemble des contacts positifs, 30% de rendez-vous en visioconférence et 11% en rendez-vous terrain, le cumul des rendez-vous faisant 41% des contacts positifs, alors qu'il faisait 47% dans les performances avant mars. Donc, en termes de taux de succès, on a un taux de succès qui est un tout petit peu moindre que par le passé, même si on a plus de décideurs argumentés par jour et par homme. En termes d'objections, bon, là, vous avez des objections assez classiques. Vous voyez 2 camemberts. Donc, pour ce qui concerne l'opération, le bloc bleu que vous pouvez lire à droite, c'est le fait qu'on ne puisse pas prendre des rendez-vous pour des raisons de potentiel, c'est-à-dire le potentiel de l'ETI du grand compte pour Rent-A-Car n'est pas suffisant pour prendre un rendez-vous. Donc ça, c'est l'immense majorité des objections. C'est le camembert de droite. Vous observerez qu'il n'y a aucune différence entre avant le Covid et après le Covid, puisque les ratios sont les mêmes. En revanche, on a un petit peu plus de rendez-vous extérieurs en anté-Covid et puis une fidélité peut-être plus grande aux prestataires actuels avant le Covid, alors que là, on n'a pas d'objection liée à la fidélité du prestataire actuel. Il semblerait que les prospects soient ouverts, relativement ouverts au changement, puisque l'objection privilégier son prestataire actuel devient plus que minoritaire par rapport en revanche, des sites qui sont non décisionnaires ou qui se déclarent non décisionnaires. Ça, ce sont les freins à la prise de rendez-vous immédiate que vous pouvez découvrir. Pas grand changement en fait en termes d'objection par rapport au passé. Alors, qu'est-ce qui peut aider à la prise de rendez-vous de ces ETI et grands comptes? Je disais tout à l'heure que le fichier de nomination a 100% de fonctions renseignées et de lignes directes renseignées, à peu près 15% de portables renseignés et assez souvent l'adresse, les noms et les coordonnées des assistantes qui nous aident tant à prendre des rendez-vous et qui nous aident à faire toucher le décideur. Bon. Donc, pour moi, le fichier de nomination, c'est un support extraordinaire pour avoir une bonne prospection. En complément, nous pouvons faire une qualification au cours des appels, faire des appels de qualification pour obtenir les coordonnées et les fonctions des décideurs qui nous manquent. Voilà comment ça se passe de manière très concrète. On appelle les cibles sous prétexte, par exemple, d'un webinaire, pourquoi pas, et on appelle les assistantes et on dit, voilà, nous voudrions faire un webinaire sur tel ou tel thème. Pouvez-vous nous confirmer le nom du responsable des services généraux, du service des achats, etc. Donc, en phoning, on arrive à obtenir par journée de production 40 contacts complètement qualifiés avec nom, prénom, fonction, téléphone, ligne directe à 66% de ces 40 contacts et à 33% de ces contacts, on arrive à obtenir le portable des décideurs, ce qui est quand même la clé. Donc, 2 méthodes pour pouvoir avoir des décideurs joints, le fichier de nomination qui vous donne un socle de base et une opération dite de préqualification téléphonique avec un prétexte d'appel de qualification, par exemple une invitation, qui nous permet d'avoir un enrichissement de la base de données complémentaire au fichier de nomination. Voilà pour ce qui concerne l'opération avec nos amis Rent-A-Car. Autre élément, on a fait une petite étude sur le télétravail. Alors, là encore, contre toute attente. Alors, ce sont des statistiques qui datent de juin, de la deuxième quinzaine de juin. Eh bien, savez-vous que seuls 6% des décideurs sont encore majoritairement, le mot est très important, en télétravail. Majoritairement, c'est 3 jours au moins en télétravail. Donc, le nombre de décideurs en télétravail majoritaire aujourd'hui est presque réduit à 0. En revanche, le télétravail occasionnel, c'est 1 décideur sur 2. Nous avons
qualifié de télétravail occasionnel le fait que le décideur soit 2 jours maximum en télétravail par semaine. Donc, on peut dire que là, dans ces 2 dernières semaines, les décideurs sont revenus au bureau, au moins majoritairement en tout cas au bureau, même si en pourcentage, on peut avoir 1 ou 2 journées par semaine, toujours en télétravail. Donc ça, c'est une autre surprise, c'est que le télétravail, récemment, est devenu minoritaire chez les décideurs. Donc là encore, ça pousse au fait de relancer la prospection, puisqu'il était évident qu'il est plus difficile de joindre un décideur en télétravail qu'un décideur au bureau, même si on y arrivait en prospection de manière relativement aisée, mais c'est plus difficile quand ils sont en télétravail. Autre élément qui nous a un petit peu ennuyés, c'est que les décisions d'un éventuel changement ou ajout de prestataire sont quand même en partie différées sur septembre 2020. Donc, il y a un petit attentisme qui nous a empêchés de faire des performances aussi bonnes que par le passé, avec des ouverts à plus tard, enfin des rendez-vous pour la rentrée. Donc, on a un petit frein pour prendre des rendez-vous lié à une forme d'attentisme, je dirais, ante-été, alors que les décideurs semblent être assez ouverts pour la rentrée. On le vérifiera si on a l'occasion d'échanger, on le vérifiera à la rentrée. Mais on a très bon espoir que les leads engrangés là, tout au long du mois de juin et de juillet fera un carton plein à la rentrée de septembre. On verra, seul l'avenir nous le dira. Voilà ce que nous disent les interlocuteurs qui sont joints. Donc, voilà des éléments concrets, observés, indéniables sur la mission qu'Europhone a menée en prise de rendez-vous prospect sur des ETI et des grands comptes pour le compte de Rent-A-Car. Alors, quand on regarde tout cela, c'est très conjoncturel. Ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est de la conjoncture. Pour autant, prospecter des ETI et des grands comptes nécessite des constances. Et ces constances, qu'elles soient Covid ou pas Covid, il faut les respecter pour avoir du succès en termes de prospection ETI et grands comptes. Et ces constantes, on les a mis sur 6 modules que vous découvrez. Et ces 6 modules, ce sont les facteurs clés de succès du téléphone. Et là, je pense qu'on ne peut pas, c'est un incontournable. Bon. Donc, je vais me permettre, dans les 10 minutes qui me restent, de pouvoir vous faire un commentaire sur les clés de succès de ces constances qui sont pour nous la clé du succès en matière de téléphone. Première constance, les fichiers et les bases de données. On en a parlé longuement avec Nomination. La notion de préqualification du fichier me semble absolument indiscutable et indéniable. Préparer son fichier, qu'il soit chez Nomination, qu'elle soit dans des bases qui vous concernent, est absolument la clé du succès de la prospection téléphonique, entre guillemets, dans le dur. Et donc, vous avez des moyens, et chez les fournisseurs et chez Europhone, de faire préqualifier le fichier par téléphone pour pouvoir avoir de l'optimisation des missions de prise de rendez-vous 100 ans. Ça, c'est le premier facteur, la data, le fichier. Le deuxième facteur clé, ce sont à la fois l'outil de CRM, mais également les outils de téléphonie. Alors, le CRM, bon, j'imagine que ceux qui m'écoutent ont du Salesforce, quid du Dynamics, du Microsoft Dynamics, ou encore d'autres CRM connus. Ce sont des CRM qui ne sont pas faits pour faire du phoning comment dirais-je, industriel, si vous voulez. Ce sont des outils assez lourds, peu agiles, qui ne nous permettent pas de faire du phoning de manière efficace, y compris sur les ETI et les grands comptes. En revanche, on a un certain nombre d'outils liés des CRM, si vous voulez, pour faire du phoning, qui sont agiles et qui permettent d'aller d'une fiche à l'autre de manière beaucoup plus légère que les CRM que je vous ai cités. En matière d'outils de téléphonie, je sais que certains d'entre vous n'ont pas forcément les outils de téléphonie. Je ne parle pas, bien sûr, de l'émission de téléphone, je parle des outils de double écoute, je parle des outils d'enregistrement de conversations téléphoniques et des outils de statistiques d'appel. Voilà pourquoi ces outils sont importants. Un, pour la productivité. Vous avez vu tout à l'heure dans le tableau qui concernait Rent-A-Car, vous avez vu tout à l'heure qu'on passait 83 coups de fil par jour. Ça, c'est un ratio ETI grand compte. Quand on est sur des ratios PME-PMI, on monte à 120, voire 150 coups de fil par jour.
Donc, quand on veut faire du phoning, y compris du phoning qualitatif, j'insiste là-dessus, eh bien, il faut tout de même avoir des outils de mesure de la productivité. Passer 80 coups de fil par jour sur le TI et le grand compte, c'est une norme chez les professionnels du téléphone, mes confrères ou moi-même. C'est indispensable de pouvoir avoir un outil de mesure de la productivité, donc d'avoir le nombre d'appels émis, la durée moyenne de l'appel avec un décideur, tout ça sont des facteurs clés du succès. La double écoute et l'enregistrement des conversations, elle peut se faire, y compris en respectant le RGPD, c'est-à-dire le droit des interlocuteurs de pouvoir se désabonner. Donc, on peut enregistrer, avec l'accord de nos cibles, on peut enregistrer les conversations et on peut débriefer pour la formation des opérateurs au téléphone, que ce soit des commerciaux grands comptes ou que ce soit des téléprospecteurs. Eh bien, ce débriefing de l'enregistrement est absolument indispensable en matière de formation pour avoir des approches pertinentes et pouvoir faire progresser la prospection. Ça me donne donc une passerelle sur l'outil numéro 3, qui est le script téléphonique et le guide argumentaire. Alors, très souvent, on reproche au télémarketing de faire du lecteur de prompteur. Alors, oui, au départ, il faut bien un script téléphonique, comme un musicien a besoin de sa partition pour jouer de la musique. Mais ce script téléphonique n'est pas rigide. Il doit être interprété par le musicien et pouvoir donner un petit peu d'écart à ce script pour pouvoir avoir un échange téléphonique qui soit humain, qui soit interactif, sans qu'il y ait en effet de sentiment de lecture au téléphone et un sentiment d'écoute de la part des prospects que vous appelez. Mais ces scripts téléphoniques, ce sont des outils absolument fondamentaux. Et ces scripts téléphoniques doivent évoluer avec le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une V1 et s'en contenter sur le script téléphonique et le guide argumentaire qui confronte les objections. Ces outils-là doivent évoluer au fil du temps. Et donc, il faut avoir sur chacune des missions une V1, une V2, une V3, et avec autant de scripts d'ailleurs que de cibles. On peut très bien appeler, par exemple, le secteur, je sais pas, du luxe d'une certaine manière, le secteur de l'industrie d'une autre. Et donc, il ne faut pas hésiter à avoir des stratégies d'appel formalisées dans des outils argumentaires qui soient différentes en fonction des cibles que l'on appelle ou des offres qu'on a à promouvoir d'ailleurs. La clé numéro 4, ce sont les ressources humaines. Alors, que ce soit des commerciaux qui prospectent eux-mêmes ou que ce soit des téléprospecteurs ou téléprospectrices, bien évidemment, le profil de base de ces ressources est absolument indispensable. Chez Europhone, par exemple, on a des autodidactes ou des Bac+5. Bon, en moyenne, on est plutôt sur BTS, si vous voulez, et en termes de formation de base, mais surtout, on croit beaucoup en la formation et au coaching d'accompagnement de ses collaborateurs. Donc, la formation, le coaching, tout ça, ce sont des éléments essentiels pour faire progresser et les commerciaux et les téléprospecteurs dans leur qualité. Et puis, comme c'est un métier extraordinairement dur, si vous voulez, où il faut de la résistance à l'échec, les systèmes d'animation et de motivation sont absolument essentiels. Je pense plus aux téléprospecteurs qu'aux commerciaux eux-mêmes, mais les téléprospecteurs doivent être animés et doivent avoir un système de rémunération variable motivant, tant sur des aspects qualitatifs que des aspects quantitatifs et qualitatifs. Si vous voulez. Un rendez-vous ne doit jamais être forcé et on a des outils de management qui permettent de ne pas avoir des rendez-vous forcés en termes de système de rémunération variable pour les téléprospecteurs. Point 5, on n'y pense pas assez, c'est toute la logistique d'une opération de télémarketing. Par exemple, l'accès aux agendas électroniques, il est évident que pour qu'un téléprospecteur puisse positionner un rendez-vous, il faut qu'il ait accès aux agendas électroniques des commerciaux terrain. On a un système aussi de confirmation automatisée des rendez-vous auprès des prospects par email. Tout ça, c'est de la logistique et il faut des outils extraordinairement bien construits pour pouvoir confirmer les rendez-vous. Il faut, et on n'y pense pas suffisamment, que les prospects qui n'ont pas donné lieu à un rendez-vous puissent eux aussi avoir une confirmation, non pas du rendez-vous, mais du dialogue, et donc un mail de remerciement sans qu'il y ait de rendez-vous avec proposition d'un rappel à terme me semble être aussi un outil absolument extraordinaire pour fidéliser sa base de prospects.
On a aussi un système de baromètre qualité des rendez-vous. C'est-à-dire que quand nous prenons un rendez-vous pour le compte de commerciaux terrain, eh bien, ces commerciaux terrain, dès qu'ils ont effectué le rendez-vous, reçoivent un email pour noter la qualité du baromètre, pardonnez-moi, la qualité du rendez-vous qu'ils viennent d'effectuer. Et grâce à cet outil de baromètre qualité embarqué, eh bien, on peut voir le retour qualitatif de notre prise de rendez-vous. Dernier point, et pas le moindre, la partie reporting et analyse. Il faut sans cesse analyser la mission de téléprospection. C'est-à-dire que chaque semaine, on doit faire un point. Chaque mois, on doit faire un comité de pilotage pour analyser ce qui se passe en matière de télémarketing et pour pouvoir renouveler et pour pouvoir, comment dirais-je, amender, corriger les 1, 2, 3, 4, 5 points que l'on vient de voir afin d'optimiser la mission. Donc voilà, en quelques mots, voilà, j'avais dit 30 minutes, je crois que je suis fidèle à mon timing. Voilà, en quelques mots, les 6 clés de succès du téléphone réparties en 6 modules. Je vais peut-être relaisser la parole à Blandine si elle le souhaite, pour peut-être savoir s'il y a quelques questions. Oui, merci beaucoup Fabrice de ton intervention, hyper intéressante comme la dernière fois. Il y a une question, tu disais tout à l'heure, la prospection c'est un métier difficile, tu parlais notamment de recrutement, tu recrutes des collaborateurs avec des backgrounds un peu différents. Il y a une question sur le taux de turnover. Est-ce que tu as le taux de turnover de tes collaborateurs chez Europhone, étant donné que c'est un métier particulier? Alors là, en ce moment, 0. Bon, non, c'est Ok. vraiment 0 en ce moment, mais en fait, on a un taux de turnover extrêmement fort au départ. C'est-à-dire que c'est au niveau du recrutement qu'on a beaucoup de turnover. C'est-à-dire à l'intérieur de la période d'essai, on a énormément de turnover. C'est-à-dire on a une personne sur 2 qui ne dépasse pas la période d'essai. En revanche, si on calcule le turnover une fois franchi la période d'essai, on a un taux de turnover qui, pour nous paraît faible, qui est de 30% hors période d'essai. 30%, ça peut paraître énorme dans d'autres métiers, mais 30% dans le métier du téléphone, c'est faible. Oui, oui, tu as raison. Oui. Alors, et puis, je vais peut-être compléter la réponse par 2 populations chez nous. Chez nous, il y a des téléprospecteurs qui ont un turnover un tout petit peu plus élevé qu'une autre population qu'on appelle des télévendeurs, eux qui vendent à distance par téléphone. Ça, c'est des métiers un tout petit peu différents, mais c'est aussi des métiers d'Europhone. Donc, on a 2 métiers chez Europhone. Un métier de prise de rendez-vous pour les comptes des commerciaux de nos clients. Là, on a un petit turnover un peu supérieur. En revanche, les télévendeurs, ceux qui vendent pour le compte de nos clients, là, on a un turnover plus faible. Ok. Alors, ça doit aussi être lié à ce dont tu parlais tout à l'heure, qui est la formation et le coaching. Je crois que tu as des programmes d'accompagnement de tes collaborateurs, que ce soit sur la formation et le coaching individuel et ou collectif, qui est hyper important. Tout à fait. Ça permet aussi un turnover plus faible, peut-être. Il y a formation, il y a coaching et il y a animation, qui est un petit peu différent du coaching. Voilà. En fait, on essaye d'animer pour faire de la téléprospection un grand jeu quelque part. Hein. Il faut que les téléprospecteurs s'amusent. Je voudrais raconter une anecdote. Je suis d'une génération où j'ai pu voir Poiret et Serrault dans la cage aux folles. Et je prends toujours cette anecdote parce que ce sont des gens qui ont fait, je crois, 1200 représentations de la cage aux folles, toujours avec le même script, mais en s'amusant tout autant de la première à la 1200e. Voilà. Et bien, le phoning, on doit s'amuser à chaque représentation qui est chaque dialogue argumentaire avec un décideur. Si les gens ne s'amusent pas au téléphone, il faut qu'ils changent de métier. C'est vrai, tu as raison. Voilà. Une autre question qui est posée par Laurent. Combien d'appels téléphoniques en moyenne faut-il passer pour obtenir un rendez-vous avec un décideur? Alors, c'est un petit peu dans les ratios que j'ai vus tout à l'heure. Hein. Donc, là, d'abord un prérequis. Il y a rendez-vous et rendez-vous. Il y a des rendez-vous dits de présentation et des rendez-vous sur projet.
les ratios ne sont pas du tout les mêmes. Là, on visait plutôt des rendez-vous sur potentiel très spécifiques. Donc, vous avez vu tout à l'heure qu'on était à 5% de taux de prise de rendez-vous. On a des missions, par exemple, dans le monde bancaire, où notre taux de prise de rendez-vous n'est pas de 5%, mais de 25%. Je dis bien 25%. L'écart type est énorme. Donc, ça dépend des stratégies. Soit on veut faire d'un rendez-vous de présentation et ou des rendez-vous sur projet. Ça, c'est un premier élément de réponse. Donc, rapporté à une journée, vous avez vu tout à l'heure qu'on faisait 80 coups de fil tout à l'heure par jour. Eh bien, nos téléprospecteurs, pour répondre précisément à la question, ceux qui passent 80 coups de fil peuvent prendre 0,5 rendez-vous par jour. Ça a été le cas de Rent-A-Car. Et ils peuvent prendre 3 à 4 rendez-vous par jour sur ces mêmes 80 coups de fil. Donc, je réponds à la question, donc 0,5 rendez-vous par jour pour 80 coups de fil quand on est dans des critères très sélectifs, 80 coups de fil pour 3 rendez-vous quand on est dans des critères moins sélectifs, et je réponds pour les ETI, les grands comptes et les PME-PMI. Ok. Je rebondis du coup sur une autre question qui est posée sur quel est le coût approximatif en jour homme pour la téléprospection? La téléprospection externalisée. Oui. D'accord. Alors, je réponds au nom de mes confrères et moi-même, par honnêteté intellectuelle. Je dirais que, alors là encore, on est sur le TI et le grand compte, on est d'accord, parce que sur le pro ou la TPE ou la petite PME, les coûts ne sont pas les mêmes. Mais en gros, une journée homme de téléprospection oscille entre, chez mes confrères ou moi-même, oscille entre 250 et 300 euros la journée homme, je dirais tout compris. Et à l'intérieur de cette journée homme, tout compris, il y a l'homme, il y a son management, il y a ses outils, il y a le fichier, il y a le reporting, il y a tout. Il est évident que dans ces 250 à 300 euros, la partie homme représente peut-être, je ne sais pas, peut-être 180 euros ou 200 euros. Le reste, c'est tout l'accompagnement, les outils qui vont avec et le management. On a, dans l'étude que l'on a faite avec OpinionWay, l'étude DCF qui a été menée il y a quelque temps maintenant, on avait un chiffre assez intéressant, c'est qu'on avait posé la question de l'externalisation de la force de vente de façon très globale auprès des décideurs et des dirigeants qu'on avait interrogés. 1 sur 3 nous disait que c'était intéressant d'externaliser cette notion de force de vente, notamment la prise de rendez-vous ou la vente par téléphone. Mais simplement 1 sur 5 passait le cap de cette externalisation. Est-ce que depuis 2 ans, tu sens, Fabrice, que l'externalisation prend un peu plus de place dans les entreprises? Très honnêtement, je n'ai pas vu de tendance, je n'ai pas les éléments de tendance, si ce n'est de l'intuition. Non, je n'ai pas senti une externalisation accrue depuis 2-3 ans. En revanche, la crise sanitaire va probablement laisser les décideurs se poser des questions sur l'externalisation. Parce que quand moi, je pense à un client que je ne citerai pas, mais j'ai un client qui avait 25 téléprospecteurs en interne. Il s'est retrouvé avec 25 personnes, alors que s'il était… il aurait pu demander à son prestataire de stopper du jour au lendemain. Donc, l'externalisation, c'est quand même une variable d'ajustement en période de crise qui est quand même pratique. Exactement. L'autre avantage de l'externalisation, de mon point de vue, c'est le fait d'acheter du résultat. C'est-à-dire que chez Europhone, mais chez mes confrères aussi, on a des honoraires adossés aux performances. À partir du moment où on est adossé aux performances, on achète du résultat. Donc des rendez-vous quand c'est des rendez-vous, des ventes quand ce sont des ventes. Alors, en tout partie, ça dépend des prestataires. Mais en tout cas, chez Europhone, on a une partie de nos prestations qui sont en honoraires liés au résultat. Et donc, on achète du résultat. Donc, en achetant du résultat, c'est quand même une tendance à l'externalisation incontestable. Cela étant dit, moi, je n'oppose jamais l'externalisation et l'internalisation. Je cohabite avec des forces de vente internes, des équipes internes de téléprospection, des équipes internes de télévente en cohabitation merveilleuse. Encore une fois, on peut très bien avoir un noyau dur de téléprospection interne, un noyau dur de télévente interne,
et compléter le dispositif à la fois en benchmark et en variable d'ajustement avec des prestataires extérieurs, Europhone ou un autre. Voilà. Donc, je ne l'oppose pas. Et comme tu le sais, Blandine, je suis métisse d'origine, puisque je suis antillais d'origine. Et donc, le noir et le blanc, chez moi, ça ne change pas beaucoup les choses. Donc, j'aime bien les métisser. Et donc, j'aime ni le noir ni le blanc. J'aime le noir et le blanc. Black Lives Matter, il paraît, hein, en ce moment. Une autre question, Fabrice, posée par Samuel, qui te demande un conseil pour appeler un grand groupe, sachant que Samuel fait partie d'une très petite structure. Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Pour appeler un grand groupe, ça manque un peu de contexte Oui, pour pouvoir le conseiller. C'est dur de faire du conseil à distance sans contexte. Moi je serais Samuel. J'utiliserai toutes les cartouches. Un petit LinkedIn, pourquoi pas, hein, un petit mail préalable, pourquoi pas, et puis beaucoup de courage, un discours construit. Alors on dit souvent le storytelling, mais il y a une histoire à raconter auprès de ce grand groupe qu'il veut prospecter. Je suis certain qu'il a déjà un success story, ce Samuel. Et donc, en racontant une histoire à ce grand groupe, ou peut-être qu'avec un autre grand groupe, il y a une histoire intéressante à raconter. Alors, le storytelling, c'est extraordinaire en matière de phoning. Et donc, un peu structuré, un peu avec la règle des 6 là, que j'ai dit tout à l'heure. S'il respecte la règle des 6, c'est un bon script, beaucoup de courage et un bon fichier bien qualifié, il devrait y parvenir, à moins qu'il veuille que je l'aide. C'est ce que j'allais dire, à moins qu'il t'appelle directement. Et que Europhone prenne des rendez-vous pour son compte, ce qui serait peut-être aussi une solution en complément de ses propres efforts. Mais bon courage, Samuel. Une autre question qui est posée, pourquoi le coût du jour homme est différent pour les ETI grands comptes et les PME? Alors, il ne parle pas des résultats, mais des coûts. Et quels seraient les coûts moyens pour les PME? Alors, je vais vous répondre. D'abord, il faut savoir que chez Europhone, entre un téléprospecteur top niveau et un téléprospecteur, je dirais, qui rentre chez nous un peu junior, il y a x2 en salaire. En d'autres termes, pour être très concret, on recrute à SMIC un petit peu amélioré et on va à 2 fois le SMIC. Donc, en termes de répercussion, on a bien évidemment nos coûts qui peuvent aller, enfin, qui tiennent compte des coûts salariaux. Et sur l'approche des professionnels, par exemple, on n'a pas la même exigence d'approche en termes de qualité du discours quand on fait du phoning un peu industriel, entre guillemets. Le mot industriel n'est pas péjoratif dans ma bouche. Hein. Je dirais du mass phoning de qualité, mais du mass phoning. Et donc, on a plus on a des profils un petit peu moins capés que pour approcher les grands comptes. Je vais vous donner un exemple. J'ai comme client Capgemini, enfin le groupe Capgemini. Vous imaginez qu'appeler des DSI du 440, hein, il faut quand même être assez capé. Donc la personne qui a travaillé pour Capgemini, c'est une Master 2, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, c'est quelqu'un qui a déjà prospecté ses cibles. Bon, voilà, donc c'est quelqu'un qui coûte cher. Voilà. Et donc la journée homme est plus coûteuse pour appeler des grands comptes et des comités de direction de grands comptes que pour appeler de la PME, en termes de coûts cette fois-ci. Eh bien, on est arrivé au bout des questions. Est-ce que vous avez sur le chat ou les questions-réponses que vous retrouvez sur votre bandeau en bas une toute dernière question à poser? Sinon, on va te dire un grand merci, Fabrice, en tout cas de cette intervention. C'est moi. Il y a une dernière question qui est la moyenne d'âge des téléprospecteurs. Alors, honnêtement, pour ceux qui lisent, c'est Tintin, c'est ça? De 7 à 77 ans, c'est ça? C'est Tintin, c'est ça? Non? C'est ça, c'est ça. Oui, tout à fait. C'était Tintin, hein, c'est ça? Bon. Donc on a, alors peut-être pas de 7 à 77, mais on a en effet du 20 à 65 ans.
je voudrais dire un petit mot, parce que un petit mot de RSE quand même, si vous permettez, si tu permets, Blandine. Oui, bien sûr. Chez Europhone, on est très, très attentif à une démarche sociétale. Donc, vous imaginez bien qu'on a des collaborateurs de tous les âges. On a des collaborateurs, donc pour répondre à la question, c'est réel. On a une courbe. Alors, la moyenne d'âge, elle est de 33 ans, je crois, mais on a un écart type formidable entre du 20 ans et du 65 ans. Donc, on est très. Et on a des qualités d'ailleurs très différentes. Le 65 ans est souvent moins productif et très qualitatif. Le jeune est fougueux et volontaire. Donc, voilà, on a besoin et des jeunes et des moins jeunes. Et sur l'aspect sociétal, vous imaginez bien qu'on a du multiethnique et qu'on a du handicapé de toute nature chez nous, avec un ratio d'handicap qui est au-dessus de la moyenne, enfin au-dessus des 6% qui sont exigés. Étant moi-même un ancien tétraplégique, je suis assez sensible sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup, Fabrice. Un vrai grand merci à toi hein, pour cette intervention. C'est moi qui vous remercie et je voudrais juste conclure sur un petit mot. J'ai sincèrement une très, très grande affection pour la fonction commerciale. Je l'adore. Avec Jean Muller, on a eu le plaisir de déjeuner ensemble et on s'est dit, ce midi, et on s'est dit que cette fonction commerciale, elle n'est pas toujours bien connue. Et les écoles de commerce dont on parlait, elles s'appellent école de management, elles ne s'appellent plus école de commerce, et que c'est bien dommage. Et je compte énormément sur ce réseau DCF, c'est pour ça que je suis sponsor de DCF Grand Paris. Je compte sur vous tous pour faire aimer autant que faire se peut ce beau métier qu'est le commerce. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Voilà. Merci Fabrice. Notre prochain rendez-vous, puisqu'on va continuer ces cycles de conférences, on va ouvrir un nouveau cycle à partir de septembre. Donc ce sera Jean Viard qui interviendra le mercredi 23 septembre à 18h30. Donc notez dans vos tablettes cette date et puis merci pour cette participation, pour votre participation, pour votre fidélité et toute l'équipe du COMEX et la fédération vous souhaite un très très bel été. Merci beaucoup et à très vite. À bientôt. Merci, au revoir.